Monsieur le Président, Mesdames les ministres, mes chers collègues, la Commission a émis un avis favorable à l'adoption des crédits relatifs au transport routier, sous réserve de l'adoption de 8 amendements. 3 de ces amendements ont d'ores et déjà été adoptés en première partie, ce dont je me félicite. Ils visaient respectivement à, premièrement, maintenir l'affectation au bloc communal et au département d'une fraction du produit de la taxe sur l'exploitation d'infrastructures de longue distance. Deuxièmement, de rehausser le taux plafond du versement mobilité de 0,2 points pour les autorités organisatrices de la mobilité ayant obtenu la labellisation d'un projet de Serm. Troisièmement, et enfin, et devrais-je dire surtout, à instaurer un versement mobilité régional afin que les régions disposent de ressources propres et dynamiques pour développer leur offre de mobilité, y compris dans les espaces peu denses pour lesquels nous cherchons en vain une véritable solution depuis la LOM. Et 10% de ce versement mobilité régionale leur sera dédié lorsqu'ils ne disposent pas des bases fiscales nécessaires. Il est crucial que ces 3 amendements que j'ai portés avec Philippe Tabarot, désormais ministre des Transports, passent le cap de la navette parlementaire. La conférence nationale sur le financement des mobilités, annoncée pour 2025, devra en outre permettre de remettre à plat le modèle de financement des transports en portant une attention particulière aux AOM des zones peu denses, auxquelles j'ai consacré un rapport de prospective en 2020. Il s'agit d'une priorité pour enfin apporter des solutions à des millions de personnes. Je vous présenterai tout à l'heure 3 autres amendements de crédit au nom de la Commission. Mais je souhaiterais dès à présent aborder 2 points mis en avant dans mon rapport pour avis. Premièrement, la fin annoncée du plan vélo et marche 2023-2027 qui ne bénéficiera d'aucune autorisation d'engagement cette année. Si le Premier ministre a fait un pas lors de sa déclaration de politique générale en annonçant une enveloppe supplémentaire de 50 millions d'euros, ce qui reste très en deçà des 250 millions annuels promis en 2023 lors du lancement du dispositif, les dégâts provoqués par l'annonce de l'abandon du programme par le gouvernement précédent restent considérables. Et d'abord pour les collectivités. Chers collègues, c'est la sécurité de nos concitoyens piétons et cyclistes qui est en jeu. Deuxièmement, la baisse brutale de 530 millions d'euros de l'enveloppe dédiée aux aides à l'acquisition de véhicules propres. Elle fragilise considérablement l'atteinte des objectifs de verdissement du parc automobile, alors même que l'interdiction de la vente des véhicules thermiques est confirmée pour 2035, tout comme l'accès à des véhicules électriques encore trop coûteux pour de nombreux ménages. Il est donc indispensable de maintenir ces aides à un niveau ambitieux pour accompagner la transition du secteur, tout en les ciblant plus efficacement vers les personnes qui n'ont aucune alternative à la voiture. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Messieurs les ministres, mes chers collègues, l'écologie n'est pas le problème, c'est la solution. C'est pour moi une priorité, une ardente obligation qui doit être poursuivie et amplifiée. Cette phrase est celle de l'actuel Premier ministre François Bayrou, prononcée lors de son discours de politique générale le 14 janvier dernier. Que dire pourtant si l'on regarde entre les lignes? Que l'écologie cantonnée à quelques mots au sein d'un discours de plus d'1 heure peine à s'imposer dans cette nouvelle feuille de route gouvernementale. Où se trouve la rupture? Où se trouve le progrès? Le même texte budgétaire nous est présenté avec globalement les mêmes priorités, les mêmes choix, et la transition écologique, elle, est reléguée au second plan. Ce budget 2025, qui s'inscrit dans la continuité des choix faits depuis plusieurs mois, ne montre aucune évolution réelle en matière de priorité environnementale. Ce budget, qui prévoit un effort global de 60 milliards d'euros, dont 2 tiers doivent être réalisés par des réductions de dépenses, impacte directement les politiques environnementales, mais aussi les collectivités territoriales qui tentent, tant bien que mal, de faire le choix de l'adaptation. Le fonds vert, par exemple, qui devait être l'un des leviers essentiels de la transition écologique, devient une simple variable d'ajustement. En 2024, il était doté de 2,5 milliards d'euros. En 2025, il ne bénéficiera plus que de 1,2 milliard, à préciser peut-être, comme l'a annoncé finalement le Premier ministre devant le Sénat la semaine dernière. Ne nous y trompons pas, cela constitue une baisse réelle par rapport à l'année dernière. Ce recul est un message clair. L'environnement ne fait pas partie des priorités de ce gouvernement. La question de l'eau, qui me tient particulièrement à cœur, est présentée comme une priorité. Mais qu'est-il prévu pour y répondre? La création d'une grande conférence nationale, en dehors de tout cadre budgétaire, et donc d'association des parlementaires. Cette conférence de l'eau, aucun acteur ne l'a véritablement demandée.
Les régions reçoivent maintenant le mandat de la mettre en place. Cette situation n'est pas sans rappeler les COP régionales imposées l'an dernier, où les conseils régionaux ont dû organiser en urgence des événements sans véritable préparation ni moyens. Si le gouvernement souhaite agir pour améliorer notre politique de l'eau, le groupe SER a des propositions à formuler. D'abord, dans le cadre de ce budget, il serait pertinent de ne pas puiser dans la trésorerie des agences de l'eau, les véritables bras armés d'une politique durable et ambitieuse. Ensuite, il est impératif d'assurer dès cette année la montée en puissance du plan eau à hauteur de 175 millions d'euros. Enfin, il serait crucial de créer et abonder un fonds de soutien pour les zones de protection des captages d'eau. Et donc ce matin, le gouvernement a déposé un amendement de dernière minute annulant des crédits sur quasiment l'ensemble des programmes de la mission écologie. Parmi ces réductions, le programme 113 Paysages, eau, biodiversité est lui aussi concerné à hauteur de 30 millions d'euros, sans que l'on sache où cette coupe budgétaire s'effectuera et quel acteur, tels les agences de l'eau, sera concerné. La crise politique et financière ne doit pas approfondir la crise parlementaire. Parlons à présent du Fonds territorial climat, une mesure transpartisane votée à l'unanimité par le Sénat l'an dernier, visant à doter les collectivités locales des moyens nécessaires pour mener leur politique de transition énergétique et écologique. Cette proposition a fait l'objet de 5 amendements identiques soutenus par des collègues de tous horizons, ça a été souligné. Il serait incompréhensible qu'il en soit autrement cette année. Pourtant, dans ce budget, aucune mesure concrète ne vient renforcer ce fonds. Une nouvelle occasion manquée pour accompagner les collectivités. Passons maintenant à la question du secteur des transports, un autre axe essentiel de la transition écologique. Mon collègue Jacquin l'a souligné. Comment ne pas souligner la promesse des 100 milliards d'euros pour le ferroviaire, engagement qui semble encore une fois loin de se concrétiser. Les crédits pour l'AFIT France sont loin d'être suffisants. Si nous voulons vraiment réussir la transition énergétique, il est impératif de soutenir le ferroviaire et de garantir une véritable restructuration du réseau. Pourtant, nous le savons, un budget, ce n'est pas une somme d'intentions, c'est un acte politique, un engagement à long terme. Or, ce que vous nous proposez aujourd'hui, c'est un budget qui ne transitionne pas, un budget qui ne planifie pas. Où sont les investissements clairs et ciblés pour accompagner les collectivités dans leur transition? Où sont les financements pour l'adaptation au changement climatique, pour la biodiversité, pour la transition juste? Les amendements déposés par le gouvernement se limitent à des annulations de crédits globalement. L'OFB est menacé. Nous avons pourtant été avertis, le rapport Pisani-Ferry nous a alertés sur les conséquences économiques de l'inaction climatique. Les catastrophes naturelles se multiplient et les effets du réchauffement sont déjà visibles. Et pourtant, ce gouvernement semble déterminé à faire un choix dangereux, celui de sous-financer l'avenir de notre planète. Le budget de la mission écologie, développement et mobilité durable qui nous est présenté aujourd'hui est un budget de renoncement. Nous devons exiger un budget qui soit à la hauteur des enjeux écologiques, un budget qui engage réellement la transition, un budget qui planifie l'avenir avec clarté et ambition. À l'évidence, ce n'est pas le cas. Nous ne voterons pas les crédits de cette mission. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les ministres, chers collègues, la production d'énergie à faible impact climatique et environnemental est au cœur de la nouvelle révolution industrielle engagée. Dans le cadre d'une planification écologique dont le projet de loi de finances 2025 réduit sensiblement la place relative et donc la portée, à contrario de ce qu'il serait nécessaire de faire, quelle appréciation peut-on porter sur les crédits énergie de la mission écologie et développement durable ? Les programmes relatifs à l'énergie représentent près de la moitié du total des crédits de la mission et le programme 174 est fortement raboté avec une perte de près de 60% à 3,3 milliards d'euros pour les paiements et de plus de 60% à 3,5 milliards d'euros pour les engagements. La transition énergétique nécessite stabilité, visibilité et permanence de l'action. Le gouvernement la sacrifie avec ces baisses drastiques. Sur le sujet du chèque énergie, nous anticipons une baisse du taux de recours qui sera préjudiciable aux foyers les plus modestes. La hausse des crédits du programme 345, Service public de l'énergie, est un trompe-l'œil. Elle s'explique uniquement par le retournement à la baisse du marché des prix de gros. L'État va donc consacrer 4,1 milliards d'euros de plus en 2025, après plus 2,5 milliards d'euros en 2024, au titre des charges de service public liées aux énergies renouvelables. Et cela avec des effets aléatoires pour le consommateur. Monsieur le ministre, Madame la ministre, quel mécanisme envisagez-vous, si tel est le cas, pour qu'enfin le prix de l'électricité ne dépende plus de celui du gaz
et que les prix reflètent strictement les coûts complets actualisés de l'appareil de production dans son ensemble. Quelle est votre doctrine sur ce point majeur qui engage à la fois le pouvoir d'achat des ménages et la compétitivité de l'économie française dans son ensemble? Où en êtes-vous de l'élaboration du dispositif post-ARENH? Quelle est votre projection relative à la prise en compte dans les tarifs des investissements de RTE et d'Enedis, au-delà de la prise en compte du TURP 7? À quel niveau d'augmentation faut-il s'attendre? Quel est votre prix cible du mégawattheure dans le cadre de la PPE 2023-2028? Selon les dires de M. Doroszczuk, président de l'ASN, le nouveau programme 235 relatif à la sûreté nucléaire apparaît sous-doté de près de 20 millions d'euros, rendant impossible le fonctionnement correct de l'ASNR. Quelle est votre analyse de cette situation préoccupante, Monsieur le ministre? Enfin, le CAS Facé, stable en apparence dans cette partie 2 du PLF, est mis en péril à l'article 7 de la partie recettes du PLF. Les autorités organisatrices de la distribution de l'électricité doivent faire face à des dépenses croissantes, liées notamment au développement des énergies renouvelables sur leur territoire et à la fiabilisation des réseaux. C'est une hausse des crédits du CAS Facé qu'elles souhaitent à juste titre. Que leur proposez-vous pour que leur mission se poursuive à la hauteur des nécessités territoriales? Finalement, le constat est inquiétant. Ce budget n'est plus du tout à la hauteur des enjeux de transition écologique. Gouverner, c'est choisir, disait Pierre Mendès France. Et je rajoute, choisir, c'est renoncer, certes. Mais toute la question est de se fixer des priorités et d'en tirer les conséquences dans la durée. A fortiori, j'ai envie de dire, quand il faut redresser les comptes publics, comme c'est le cas aujourd'hui. L'énergie conditionne la réussite des transitions diverses que nous devons absolument réussir. Elle pèse lourd dans le budget des ménages et directement sur la compétitivité de toutes nos entreprises, des plus petites aux plus grandes. Nous devons en maîtriser les coûts et les prix dans la justice sociale. Les crédits énergie qui nous sont présentés ne vont pas, hélas, dans ce sens, à ce stade du débat en tout cas.